Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 20h. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mardi. Événement survenu au stade de Zérékouré, un deuil national de 3 jours a décrété sur l'ensemble du territoire national face au drame qui a coûté la vie à plus de 50 Guinéens. Les drapeaux sont restés en berne dans les écoles et autres lieux publics à Conakry ce mardi. Le constat à suivre dans ce journal. À 14 bibliothèques scolaires pour toute la Guinée, c'est le malheureux constat fait par les autorités de l'éducation. Une insuffisance qui préoccupe des acteurs impliqués, mais que fait le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour combler ce déficit? Élément de réponse dans ce journal. Consommé par de nombreux citoyens, nous nous intéressons ce soir à la noix de coco, ce fruit très prisé surtout à Conakry, une sensation pour certains, un business pour d'autres. De son jus à la noix elle-même, sa consommation est faite de plusieurs manières. Vous le verrez dans le reportage que nous vous proposons dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore bonsoir. Tragédie survenue au stade régional de Zérékouré. Le président de la transition décrète un deuil national de 3 jours. Cela en signe de compassion aux 56 Guinéens qui ont perdu la vie ce dimanche au sud-est du pays. Cette question, quel est le constat sur le terrain et comment ce deuil est-il observé? Des éléments de réponse dans ce reportage d'Amara Bangoura. Le décret annonçant l'observation de 3 jours de deuil national est tombé ce 2 décembre. Sur le terrain, notamment dans les écoles, les services publics ou privés, dans les collectivités et dans les établissements scolaires, les couleurs de la République sont en berne. Mettre le drapeau en berne, c'est le symbole de cette solidarité, de cette âme collective autour du mal républicain, du mal qui touche toute la République et qui vient de se produire. Donc le drapeau en berne signifie que la République est endeuillée et la République est touchée dans son âme collective. Un deuil national ne signifie pas l'arrêt des services ou d'activités, rappelle le professeur de philosophie. Mais les citoyens, les gouvernants, les gouvernés et tous les ordres socio-professionnels d'une République se mettent en recueillement, en union de prière, et tout le monde, dans les prières, dans les supplications, dans les recueillements, dans les compassions, pense à ceux qui ont perdu leur vie. Des journées de deuil national permettent-elles le report des journées mondiales? Michel Pépé Balamo répond. Lorsqu'on décrète une journée de deuil, les événements qu'on peut reporter, ce sont des événements festifs. Puisque être en deuil, c'est être en harmonie avec sa conscience et être en union de prière et être solidaire de ceux qui ont été victimes de quelque chose. Donc on ne peut pas être solidaire des victimes d'une tragédie et par endroit et on manifeste une joie. Pour rappel, les 3 jours de deuil national sont décrétés à la suite des bousculades mortelles survenues dans un stade à Zérékouré, au sud-est de la Guinée, où, selon les autorités, 56 Guinéens ont perdu la vie à l'occasion d'un tournoi de football. Volet justice de ce journal a depuis son lit de malade dans une clinique à Conakry. L'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana a reçu la visite à des magistrats de la Cour de répression des infractions économiques et financières à Krief. Il était question pour ces derniers de s'enquérir de l'état de santé du prévenu et voir la possibilité de l'interroger sur les faits pour lesquels il est en détention. Mais Kassori ne pouvait pas se prêter à un quelconque interrogatoire, a souligné son avocat, Maître Sidiki Berete, dans une interview accordée à notre rédaction ce mardi. Ansoubaï Le Baldé. Kassori Fofana est toujours malade et hospitalisé dans une clinique à Conakry. C'est dans cet état que l'ancien premier ministre guinéen a été rendu visite par une mission de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF le 19 novembre dernier. Son avocat, Maître Sidiki Berete, revient. On a fait forcing, ils se sont présentés. Et le médecin, avec 7 rapports, a démontré que quelqu'un qui est déjà sous la morphine ne peut pas être disponible à même d'être interrogé au fond. Et la Cour s'est limitée à la constatation de son état de santé avec le rapport du médecin et les explications techniques de son médecin. Ça s'est limité là. Il n'y a pas eu d'examen au fond.
un jugement au fond. Kassori Fofana étant malade, ses avocats maintiennent leur demande d'évacuation pour leurs clients. L'attente est alors grande. L'audience qui a suivi, c'est Maître Sampilman qui est venu suivre. On avait déjà nos demandes d'évacuation sanitaire et la Cour a ordonné contre-expertise. C'est le résultat là qu'on attend, si on peut aboutir immédiatement à son évacuation sanitaire pour lui permettre de se soigner. C'est ça comme résumé du passage de la Krief à la clinique Pasteur. Kassori Fofana est placé sous mandat de dépôt depuis le 6 avril 2022. Il est accusé de détournement de fonds publics par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et puis, le journaliste d'investigation poursuivi par le président de la Cour de répression des infractions économiques et financières est maintenant libre, mais son téléphone sera confisqué. Le verdict est tombé ce mardi au tribunal de première instance de Kaloum. Bakari Gamalo Bamba est condamné à 6 mois de prison assorti de sursis et au paiement d'1 million de francs guinéens d'amende. Il est accusé par Francis Kova Zoumanigui des faits d'atteinte à la vie privée. Je vous propose de suivre la réaction du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée au micro d'Amara Bangoura. J'ai un sentiment mitigé. D'abord, je suis heureux de pouvoir rentrer aujourd'hui à la maison avec le doyen Bakary Gamalo Bamba. Il recourt sa liberté. Ça, c'est une joie pour nous. Mais de l'autre côté, je déplore le fait qu'il soit condamné sur la base du code pénal. Il était dans l'exercice de son métier et à ce niveau, c'est à déplorer parce que cela veut dire que les magistrats qui ont traité de ce dossier ignorent complètement l'existence de cette loi. Autrement dit, demain, on pourrait condamner quelqu'un à le maintenir en prison. Et l'autre chose, on confisque ce téléphone. Et de l'autre côté, pendant que le président de la CRIEF porte plainte pour atteinte à la vie privée, et on rentre dans la vie privée du doyen, parce que le téléphone là, c'est sa vie privée. Ils ont d'ailleurs fouillé ce téléphone chez le juge Francis Kova Zoumanigui. Vous vous rappelez, quand il cherchait à supprimer les enregistrements, c'est le magistrat et son fils qui ont fouillé le téléphone. Je vous le disais en titre, la République de Guinée ne dispose que de 14 bibliothèques scolaires sur toute l'étendue du territoire, une insuffisance qui préoccupe le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Afin de remédier à ce problème, Mamadou Saliou Bari, chef section documentation archives au centre de ressources documentaires du MEPIA, annonce une batterie d'actions. Fatoumata Kane et Amara Bangoura pour le reportage. La problématique des bibliothèques scolaires dans les établissements d'enseignement reste toujours d'actualité en Guinée. Les quelques bibliothèques existantes ne répondent pour la plupart pas aux normes. La République de Guinée ne disposait que de 14 bibliothèques scolaires sur toute l'étendue du territoire. Un déficit dû, selon le chef section documentation archives au centre des ressources documentaires du ministère de l'Enseignement préuniversitaire, au manque d'espace. Parce que quand vous allez, il y a des écoles qui n'ont pas d'espace, il y a des mêmes classes, des classes qui représentent une bibliothèque. Mais il y a un manque criard au niveau, parce que nous, c'est au niveau des écoles, au niveau des bibliothèques. Avoir une bibliothèque, c'est avoir accès à la connaissance. Le livre est un élément essentiel de l'apprentissage, car il améliore les compétences en plus de nourrir le cerveau. Le remplacer par une tablette pourrait réduire la capacité des élèves, soutient ce cadre du MEPIA. L'expérience a prouvé, si vous donnez les tablettes aux élèves, les tablettes connectées, vous leur dites que de lire à travers ces tablettes, franchement, ils ne se mettront pas à lire, contrairement à celui qui a le livre. Ça, c'est l'expérience qui a prouvé. Donc, le livre physique est essentiel dans l'apprentissage, n'est-ce pas, de la lecture. Des actions sont en train d'être menées par le Centre et l'Agence française de développement afin que toutes les écoles aient une bibliothèque, annonce-t-il.
Aujourd'hui, nous avons la situation de toutes les écoles. Donc, nous allons nous battre pour que une bonne partie des écoles aient une bibliothèque. Mamadou Salih Obari invite cependant les élèves à s'adonner à la lecture et à mettre en valeur les bibliothèques scolaires une fois acquises. Sur un tout autre plan, la lutte contre l'excision rencontre d'énormes difficultés en Guinée. Malgré son interdiction, certains citoyens continuent cette pratique en cachette et d'autres amènent les jeunes filles au village pendant les vacances pour procéder à l'opération, une opération faite par des exciseuses traditionnelles. Mamadou Tanouba. L'excision est une pratique interdite en Guinée et ce depuis le premier régime après l'indépendance. Malgré tout, elle persiste et les victimes s'enchaînent. Selon Dr Bilgi Soubari, médecin, les causes de l'excision ne sont pas fondées et 95% des femmes guinéennes ont subi cette pratique. 95% en Guinée ont été victimes de MGF. Pour changer ça, il faudrait qu'on puisse prendre conscience et que nous-mêmes, nous soyons les messagers au sein de nos différentes familles et de nos différentes communautés. Parce qu'on a vu, les causes ne sont pas fondées, il n'y a que des conséquences derrière cette action. Maître Tierno Suleiman Baldé, avocat, voit souvent des dossiers sur l'excision passer sous ses yeux. Il constate la non-sévérité de la justice guinéenne dans les peines prononcées contre les criminels. Il faut qu'il y ait une politique pénale très stricte, puisque malheureusement, j'ai eu à connaître un certain nombre de dossiers en matière d'excision, mais les condamnations ont été vraiment dérisoires. La plupart du temps, c'est des condamnations à sursis. Et lorsque la condamnation n'est pas assez sévère, malheureusement, cela ne va pas dissuader. C'est là justement qui continue encore à faire du mal à nos filles. Aujourd'hui, le message contre l'excision passe mieux dans plusieurs foyers. Mariam Kole Keita s'engage à lutter contre les mutilations génitales féminines qui sont également des violences basées sur le genre. Je m'engage, oui, je suis contre l'excision. J'appelle mes parents à arrêter cette pratique. Parce que le plus souvent en Afrique, ce sont les parents analphabètes qui appliquent le plus souvent cette pratique. Si une fois que tu as été à l'école, tu as appris ce qui veut dire l'excision, toi-même tu vas essayer de prendre les mesures contre cette pratique pour ne pas que ça joue sur la vie de ton enfant. Les mutilations génitales féminines constituent un frein à l'épanouissement de la femme dans son foyer et au sein de la société. Dans le même sillage, le mois de décembre est consacré à la lutte contre le VIH-Sida à l'occasion de la célébration de la journée internationale de cette pandémie. Aboubakar Kamara, séropositif, a fait un témoignage à visage découvert. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Tanouba. Je suis une personne qui vit avec le VIH depuis le 9 février 2008 par le biais d'une consultation qu'ils avaient faite à Ignacidine, car j'étais tout le temps malade. J'étais à l'université, mon médecin staff du dispensaire de l'université m'a référé pour venir auprès de mes parents à Conakry. Mon premier jour de consultation à Ignacidine, mon premier médecin m'a conseillé de faire le texte de dépistage. En ce moment, je n'avais aucune information. Arrivé au labo, le premier geste de stigmatisation que j'ai vécu, c'était au laboratoire de Ignacidine. Dès que j'ai fait mon dépistage, le laboratoire a dit à ces éléments, le monsieur qui vient de faire son texte de dépistage est dedans. Ça veut dire que le monsieur qui vient de se faire dépister est positif du VIH. Mais aujourd'hui, je vous avoue que j'ai une charge virale indétectable. J'ai fondé ma famille et je vis une vie normale. Ma femme n'est pas infectée, mes enfants ne sont pas infectés. Autre titre de ce journal, la noix de coco est un fruit qui est de nos jours très consommé par une bonne partie de la population guinéenne, surtout à Conakry. Suite à la forte demande, certains jeunes ont fait de la vente de ce fruit leur activité principale. Grâce à cette noix, ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Au-delà de la vente, d'autres font la transformation en plusieurs sortes. Nene Oumoubalde. C'est un fruit à la mode, à la chair tendre, au bon goût et qui pousse tout au haut des cocotiers. En Guinée, les cocotiers poussent presque partout.
Au niveau des différentes plages, on les observe à perte de vue. Mais la récolte du fruit exotique qu'ils portent est un art périlleux. C'est pas n'importe qui va monter sur le coco. Parce que pour monter, c'est de la technique, quoi. Quand on monte, j'ai peur, quoi, pour ne pas tomber, quoi. C'est ce point de vue, je monte avec la technique, avec l'expérience pour enlever le coco. De nos jours, ils sont nombreux, ces jeunes qui se lancent dans la valorisation de ce fruit exotique. Ils en ont fait une activité. La noix de coco, pour plusieurs d'entre eux, est une source de survie. Nos parents faisaient ce commerce depuis longtemps. Vous savez, dans la vie, tout le monde ne peut pas apprendre le métier. Donc moi aussi, c'est mon travail ça, pour soulager les besoins de ma famille. Ces vendeurs ne manquent pas de clientèle. Les noix de coco, je les aime depuis très longtemps. Et pas seulement en buvant l'eau de coco ou en consommant le coco. En fait, j'en consomme même avec la sauce aussi, la sauce de feuilles aussi. Le lait issu de la noix de coco peut être aussi préparé avec la feuille de manioc. Pas que, elle est également transformée en chips qui est commercialisée dans des bouteilles partout dans la capitale guinéenne. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une grande différence entre les noix de coco. Il y a les plus douces, les moins douces et celles qui sont plus remplies d'eau. Pour finir, ils sont nombreux, ces jeunes Guinéens qui cherchent à entreprendre dans le but de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Faute de soutien ou d'expérience, plusieurs sont confrontés à diverses difficultés qui poussent certains à abandonner sans atteindre leur objectif. Notre reporter Guy Babari a rencontré un jeune qui évolue dans la transformation de l'huile de palme. Suivez son reportage. Dans le domaine des affaires, entreprendre, c'est la création d'une activité économique dans le but de répondre à ses besoins. Sandono Albert est un diplômé qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat après ses études en 2013. Après l'université, je n'avais pas quelqu'un pour m'aider. Depuis 2013, quand j'ai terminé, je n'avais pas des moyens comme ça. Je me suis lancé dans le commerce, des pièces détachées. Après ça, j'ai accumulé un peu d'argent et j'ai pris la machine en dette pour un départ. Donc, c'est ça qui a fait que je me suis lancé dans ça. Et j'ai vu des avantages. Après 10 ans dans ce domaine, Albert Sandono rencontre encore des difficultés. Difficultés qui l'empêchent, explique-t-il, d'atteindre ses objectifs. C'est ma 4e machine qu'elle a avec moi comme ça. Là. Mais après un moment, il y a eu des chutes. Vous savez, la fête d'affaires de commerce, là, les prix montent. Tu peux acheter un produit à 10 000 francs pour vendre à 12 000. Maintenant, arrivé sur le terrain, le prix qui est sur le terrain, c'est 10 000 francs encore. Et il faut chercher encore un client pour nous plaider afin qu'il puisse prendre ton produit. Il y a eu des chutes comme ça, des balancements. Et j'ai vendu beaucoup de machines. Maintenant, c'est la seule machine qui reste avec moi. Dans sa petite entreprise de production d'huile de palme, il est souvent obligé de donner à crédit. Un processus qui lui permet d'écouler ses produits. Pas de moyens. Non, pas de moyens. On négocie le palmis avec des gens, nos clients nous envoient le palmis. Quand on extrait, on vend. On les remet leur argent. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas gagner de palmis salaire là avec les machines sont maintenant très nombreuses. Vous voyez? Donc maintenant là, on négocie. C'est la négociation maintenant. Avec toutes ces difficultés au quotidien, ce jeune entrepreneur invite l'État à donner un coup de pouce aux entrepreneurs en général. Aux jeunes,
Il les invite à s'armer de courage et à ne jamais abandonner. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. À tous, merci de votre attention. L'information continue sur le www.isiaminfo.com. Au revoir.